Bonjour à tous, TikTokers, Facebookais et YouTubers. Aujourd'hui, on va parler des batteries, des inverters, du solaire dans son ensemble, parce que je me rends compte que depuis quelques semaines, j'ai beaucoup pour dire que je peux passer une journée entière sur la section Messenger pour répondre à des questions d'ordre solaire. Donc aujourd'hui, on va parler grosso modo de la subvention, du type d'inverter, des batteries et des panneaux solaires. Donc, on va commencer avec le sujet qui brûle les lèvres de tout le monde, ce qui rend justement le sujet alléchant en ce moment même, les fameuses subventions qui vont arriver pour le mois d'avril. Pour avoir la subvention, pour être éligible à la subvention, il faut, installer le système solaire par un électricien qui va lui-même faire le schématique pour Hydro-Québec. Donc, vous ne pouvez pas installer le système vous-même d'un bout à l'autre. Soyez informés de ça. Ça vous prend également un inverter qui est capable de recracher dans le système hydro avec des certifications telles que celle du UL 1741SB, du IEEE 2030.5 et la certification IEEE 2018. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces certifications-là? Dans un premier temps, elles s'assurent que le retour de courant dans le panneau électrique soit impossible en cas de défaillance électrique. Si vous avez une panne, on ne veut pas que le technicien qui travaille dans le poteau soit électrocuté par votre système solaire. C'est aussi simple que ça. Et les protocoles IEEE sont là pour assurer un protocole de sécurité et de communication entre différents appareils de même classe. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous avez, exemple, un appareil Fronius et un Solis, puis que vous rentrez dans les paramètres, vous allez pouvoir jouer avec la fréquence pour pouvoir dire à un appareil, ben là, j'ai plus besoin de retour de solaire sur mon réseau. Tu peux arrêter de recharger, donc bloque la recharge ou ralentis-la grandement. Et même s'ils n'ont pas la même marque ou le signal de communication, vous allez arriver à un protocole de conformité entre les deux appareils. Donc, ça va vous prendre également le papier qui va arriver à Hydro, comme quoi que votre système est conforme, et tous les factures également pour être capable de pouvoir avoir 1000$ par kilowatt installé et ou 40% de votre facture. C'est le temps de vous parler des inverters. Il y a deux types d'inverters vraiment principaux qui existent. Le premier, l'inverter hybride, celui qui nous intéresse le plus pour les retours de subvention. C'est celui qui est capable de pouvoir, quand les batteries sont pleines, de recracher l'électricité à hydro. C'est celui qui a une multitude de fonctions qui fait en sorte qu'une génératrice peut partir toute seule en cas de batterie faible. C'est celui aussi qui peut retourner le courant dans Hydro, mais vous pouvez aussi paramétrer combien de pourcentage ou de kilowatts vous voulez renvoyer à Hydro, puis combien vous voulez pour les batteries. Vous avez une multitude de fonctions que vous n'avez pas nécessairement sur l'inverter off-grid, qui est le deuxième type d'inverter. Donc souvent, l'inverter hybride peut être 2 à 3 fois le prix d'un système off-grid. Par contre, il vous repaye cette différence de prix-là en surplus dans le réseau hydro. Dans un deuxième temps, il y a les fameux inverters off-grid. Les off-grid, ma fille, on est samedi, donc voilà, ma fille est en train d'essayer de dormir. Revenons à nos inverters. Dans un deuxième temps, il y a les off-grid. Le off-grid, lui, n'a pas la capacité de pouvoir recracher. C'est souvent pour des gens qui sont hors réseau, ça le dit, off-grid. Il coûte moins cher, il est beaucoup moins lourd. En général, c'est plus simple pour la moyenne des gens d'installer ce type d'appareil-là. Par contre, il n'y a pas de retour sur l'investissement comme tel avec le mesurage net. Donc, oui, vous n'avez pas d'électricité à payer, mais il n'y aura pas de kilowatts banqués dans une banque. On va dire ça comme ça. Donc, le off-grid coûte à peu près en moyenne 2 à 3 fois moins cher que le hybride, mais n'a pas la capacité de faire une multitude de choses que le hybride peut faire. Vient le temps de parler des batteries. On a tous vu des images d'horreur de batteries qui explosent, qui s'emballent, que les pompiers sont plus capables de rien faire avec ça, qui prennent le véhicule et qui le mettent dans un container rempli d'eau pour essayer d'éteindre la voiture.
mais ça n'a rien à voir avec les batteries solaires. Je m'explique. Dans un premier ordre d'idée, les voitures électriques qui ont été commercialisées avec des batteries lithium-ion, le même genre de batterie qu'il y avait dans les laptops. Ces batteries-là ont des éléments en chaîne qui font en sorte que les batteries s'emballent, prennent en feu, puis dégagent une chaleur incroyable. Il n'y a à peu près rien à faire, sinon sauf d'étouffer la batterie pour qu'il y ait le moins d'air possible pour qu'elle ne prenne pas feu. La batterie qui nous intéresse, nous, ici, c'est la batterie LFP, une batterie lithium, fer, phosphate, qui a été inventée pour plusieurs raisons. La première, elle coûte moins cher que le lithium-ion à produire. Elle est légèrement plus grosse, mais elle est surtout beaucoup plus sécuritaire qu'une batterie au lithium-ion. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un comparatif sur YouTube. Il y a une multitude de vidéos qui existent. Lithium-ion VS, lithium fer phosphate ou LFP. Vous allez arriver sur des images, c'est assez concluant. Vous allez avoir satisfaction, je pense, en voyant ces images-là. C'est d'une toute autre ordre d'idée. Il y a des batteries qui sont sur le marché en ce moment qui sont capables d'avoir un extincteur de feu dans la batterie. Bien que ça ne sert à pas grand-chose, c'est quand même là, c'est quand même présent. Vous allez avoir des batteries qui sont auto-chauffantes. Vous allez avoir des batteries également qui peuvent aller au mur, d'autres qui vont rentrer dans des racks. Au final, ce qui nous intéresse souvent, c'est la pérennité dans le temps. On a tous ceux qui sont intéressés au solaire avant les subventions, on a tous acheté un modèle de batterie pour finalement se rendre compte qu'il était trop cher pour le kilowatt donné. On a tous changé de modèle, puis finalement, on n'était pogné qu'une batterie qui ne pouvait pas fitter sur la nouvelle. Donc, ce qui est important avant tout, quand on achète un système solaire, c'est de s'assurer que c'est le meilleur prix pour le kilowatt acheté. Et où est-ce que dans un an, je vais pouvoir avoir cette même batterie-là? En ce moment, le domaine solaire, ce qui est plate un petit peu, c'est qu'il commence, c'est embryonnaire. Donc, souvent, on va dire, oui, la batterie qu'il y a là va durer encore dans 3 ans. Puis dans 3 ans, pour le même prix, on peut avoir 21 au lieu de 14 kW. Puis on peut avoir 30 kW au même prix. Bref, ça évolue très vite. Fait que je vais vous donner une autre idée. Si vous achetez des batteries, souvent stackable, empilables, c'est souvent le best bang for your buck parce que même si elles coûtent plus cher à l'achat maintenant, souvent dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez pouvoir rempiler par-dessus sans avoir à tout recommencer. Donc ça, c'est à prendre en compte. Moi, j'aime mieux les batteries wall mount parce que pour le prix, c'est vraiment moins cher. Par contre, j'ai souvent changé de modèle de batterie dû au fait de l'incompatibilité entre certaines. Donc, si vous achetez un système avec des batteries, réfléchissez à votre besoin réel. Des fois, un 4-5 000 $ de plus sur votre projet pour être sûr et certain de ne pas être pris dans 3-4 ans à racheter une batterie qui n'est pas compatible avec votre système. Et là, je veux faire une mention spéciale, les batteries. Tout le monde m'en parle comme si c'était l'élément économique du système. Ce n'est pas le cas. La batterie est, à l'heure actuelle, je tiens à dire à l'heure actuelle, la seule pièce du puzzle qui n'est pas économiquement viable. La batterie n'est pas là pour être économique sur votre électricité. Elle est là pour être résiliente. Au même titre qu'une génératrice, quand vous achetez une génératrice, c'est pas pour économiser sur l'électricité. C'est pour avoir du courant quand il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Mais ça va pouvoir changer dans le temps. Parce que là, on parle de plus en plus de haut et de bas tarifs. Et là, je m'en viens avec mes gros sabots. Dans pas trop longtemps, on va parler de heures de pointe puis de bas tarifs. Et on va pouvoir consommer notre électricité sur nos batteries pendant les hauts tarifs et les recharger dans les bas tarifs. Et c'est là que la batterie va pouvoir devenir rentable. Mais à l'heure où on se parle, la batterie est le seul élément qui n'est pas résiliente financièrement. Elle est résiliente dans le terme dans la définition du terme, mais pas autrement. Donc, prenez pour compte que c'est un élément qui a besoin d'une réflexion qui est assez mûre, parce que ça coûte cher des batteries, mais surtout, dans le temps, c'est vu à changer rapidement. Parlons maintenant des systèmes solaires, des panneaux solaires. Pardon.
Le panneau solaire est souvent installé sur les toits parce que les gens manquent cruellement d'espace sur le terrain. Ils ne veulent pas rogner leur terrain pour mettre un système au sol. Le meilleur système solaire est celui que vous avez accès, c'est-à-dire que vous pouvez enlever la neige sans monter avec une échelle sur votre toit. C'est celui aussi que vous pouvez entreprendre laver sans avoir à monter avec une hausse sur votre toit. Je le sais, c'est rarement possible, mais c'est quand même le meilleur, pour plusieurs raisons. La première, aucun risque d'infiltration dans la maison. La deuxième, un rack très facilement faisable avec du bois chez Canac ou BMR. C'est pas compliqué. La troisième, vous avez accès pour pouvoir faire, peu importe l'entretien ou la maintenance, les panneaux solaires sont facilement accessibles, vous pouvez y avoir accès. Et la troisième, ben en fait, c'est aussi simple que de dire que l'hiver, si vous voulez avoir un système qui est performant, la neige est toujours l'élément limitant. Donc, quand vous avez un système avec un rack, vous avez, avec les nouveaux panneaux solaires, deux côtés. Il est bifacial. Donc, vous avez la neige, la lumière qui reflète sur la neige, et vous avez également la lumière directe sur le panneau. Donc, vous pouvez profiter doublement d'énergie absorbée par le soleil. À mon avis, tout le monde devrait avoir un rack au sol, mais même moi, qui prône ce genre de système-là, n'a pas la place suffisante pour le faire. Donc, je comprends que c'est pas toujours possible, mais si ça l'est, c'est souhaitable. Vous pouvez vous en servir comme une espèce de shed ou de nappentis que vous mettez vos tailleurs d'hiver en dessous, ou simplement les choses de saison. Tout simple que ça. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, je vous invite à me rajouter sur Facebook. Je vous avertis tout de suite, j'ai des idées politiques qui me sont propres, je les assume pleinement et je ne demande pas à vous convaincre, puis je ne demande pas à être convaincu du contraire. Je veux simplement partager la bonne nouvelle sur le solaire. Je suis là pour pouvoir vous informer sur le solaire. Donc, si c'est le côté professionnel que vous voulez de ma personne, on va parler solaire, ça va finir là. Donc, ça se peut que vous voyez des choses sur ma page avec lesquelles vous n'adhérez pas et c'est correct. Je vais respecter nos différences d'opinion à condition que vous respectiez les miennes également. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à venir me rajouter sur Facebook ou TikTok, peu importe. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous. Puis, regardez les subventions et les prochains produits. Je vais avoir une ligne de produits complète qui va devenir disponible très bientôt sur un site internet. Si ça vous intéresse, je vous invite à me rajouter. Un gros merci, bonne soirée, bonne fin de semaine. Bye bye.